Les rivalités en football sont légion. Quartiers, villes et régions peuvent être déchirés et parfois pays tout entiers, notamment quand des sélections nationales se détestent ou sont simplement des rivaux historiques ou sportifs. Quelles sont ces rivalités? Il est l'heure du retour d'une des plus grandes séries de la chaîne, Générique. Salut tout le monde, c'est Valentin, bienvenue sur l'Arena Foot et après plus d'un an d'absence, retour de la série Les rivalités des sélections nationales, série que beaucoup d'entre vous apprécient et beaucoup m'ont conseillé de rivalité pour cet épisode 5 et je suis très heureux de les évoquer. On n'en fera que 2 aujourd'hui car vous allez le voir, elles sont assez longues. Je rappelle le but de la série, on analyse une rivalité dans le football entre 2 pays qui peut s'expliquer soit par des raisons uniquement sportives, soit politiques et historiques qui du coup rajoutent du poids au match de foot en lui-même. Et vous allez voir qu'on va être servi avec cet épisode. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est gratuit et ça aide pour le référencement YouTube. Et vous êtes presque 60% à regarder mon contenu et à ne pas être abonné. Donc si cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Merci à celles et ceux qui le feront. Si vous êtes prêts et prêtes, alors on est parti. On commence en Europe avec l'une des plus fortes rivalités du continent, une des rivalités les plus viscérales entre 2 pays frontaliers, la Hongrie et la Roumanie. Alors, je suis prêt à parier qu'en France, très peu de monde la connaît. Pourtant, elle existe bel et bien et elle est très ancrée socialement, vous allez le voir. Et c'est pas pour rien qu'un certain dicton roumain stipule qu'en Roumanie, même pour une partie d'échecs contre la Hongrie, le stade serait rempli. Dans le cadre de cette rivalité, le contentieux entre les 2 pays est d'abord historique. Et pour ça, il faut remonter au début du XXe siècle. En 1914, avant la guerre, les empires sont toujours présents en Europe et notamment l'Autriche-Hongrie. Donc vous voyez sur la carte, en 1914, le grand territoire que cela représentait puisque ce qui était en mauve était administré par l'Autriche, ce qui était en rose pâle, administré par la Hongrie. Donc c'était vraiment un grand territoire. On voit également que la Roumanie, en 1914, c'est un petit État, c'est en tout cas plus petit que maintenant, c'est cet État ici. Ce qu'on remarque également, c'est que la Transylvanie, et c'est le nœud du problème entre la Hongrie et la Roumanie, la Transylvanie qui est ici entourée en bleu, et dans le territoire administré par la Hongrie. Par conséquent, vous avez par exemple la ville de Cluj, aujourd'hui en Roumanie, qui était hongroise à cette période. La guerre de 14-18 va venir tout changer. Grosso modo, la Première Guerre mondiale aboutit à l'éclatement de l'Empire austro-hongrois. Une partie de la Transylvanie, qui était au sein du territoire hongrois de l'Empire, est rattachée à la Roumanie en 1919 et cédée officiellement en 1920 après le traité de Trianon. La Transylvanie devient roumaine. Or, on considère que 40% de Hongrois peuplent encore la région à ce moment-là. C'est une vraie humiliation pour la Hongrie qui voit une immense partie de son territoire s'envoler. Je vous le montre sur la carte, mais vous voyez que les frontières de la Hongrie moderne, issues du traité de Trianon, deviennent celles-ci, on le voit en pointillé. Par conséquent, tous ces territoires ici sortent du giron hongrois. La Transylvanie est rattachée à la Roumanie moderne. Ce traité de Trianon, il n'a jamais été digéré par une partie de la population hongroise, y compris par Viktor Orban, qui instrumentalise souvent ce douloureux souvenir pour la Hongrie, mais ça c'est pas l'objectif de la vidéo. Voilà, désolé si les explications étaient un peu longues et pourtant j'ai résumé, mais elles sont essentielles pour comprendre la situation. Il y a clairement un différent historique, parce que ça, la Hongrie ne l'a jamais digéré et si vous ne me croyez pas encore, attendez voir ce qui arrive. La rivalité démarre et le football va venir se mêler de tout ça. D'abord, il y a beaucoup de joueurs qui vont avoir une carrière atypique partagée entre la Hongrie et la Roumanie. C'est le cas de Iuliu Baratki, c'est son nom roumain, qui est d'ethnie hongroise, qui a joué pour les 2 sélections nationales, mais qui a davantage marqué l'histoire de la sélection roumaine. Voilà le genre de micmac dans lequel on se retrouve dans les années 30. Les années 30, footballistiquement, elles sont pour la Hongrie. On en a parlé dans notre zoom sur le foot il y a quelques semaines. Petite fiche en haut à droite. Les Magyars sont une des meilleures équipes du monde. Victoire 7-2 en 1945 contre la Roumanie et on retient surtout celle de 1948 en Coupe des Balkans où la Roumanie explose son rival 9-0, plus large défaite de l'histoire des tricoloris. Dans le même temps, l'histoire refait surface puisqu'en 1940, la Transylvanie devient coupée en 2 et Hitler fait céder la Roumanie qui redonne une partie de la Transylvanie à la Hongrie, ceci jusqu'en 1944. Bref, une fois de plus, la rivalité territoriale revient sur le devant de la scène. Après la guerre et surtout dans les années 70, l'écart va se réduire puisque la Roumanie va devenir une puissance émergente du ballon rond en Europe, notamment avec le légendaire Mircea Lucescu qui dispute 70 matchs avec la sélection entre 1966 et 1970.
79. En 1972, la rivalité va connaître un nouveau pic. Roumains et Hongrois s'affrontent en play-off pour disputer l'Euro 72 en 3 matchs, car les 2 premiers ont accouché d'un nul. Et c'est en match d'appui sur terrain neutre à Belgrade que la Hongrie bat la Roumanie. Les Magyars sont à l'Euro, les regrets sont immenses pour les Roumains. Dans les années 80-90, la Hongrie va connaître une longue traversée du désert, à l'inverse de la Roumanie, dans la lumière avec des joueurs comme Bologna ou Hagi, qui va connaître ses heures de gloire. Le Steaua Bucarest remporte la Ligue des Champions 86 avec un effectif 100% roumain et la sélection nationale joue les mondiaux 90, 94 et 98. La Roumanie remporte aussi en 1999 le premier match de son histoire contre la Hongrie, car entre 1936 et 1998, la Hongrie ne perd pas une seule fois. La tendance va ainsi s'inverser puisque la Roumanie n'a plus perdu depuis 11 matchs, 6 victoires et 5 nuls contre son rival. La dernière victoire hongroise contre les Roumains, c'est en 1981. La Roumanie s'offre aussi des victoires importantes comme un 2-0 qui qualifie l'équipe d'Hagi pour l'Euro 2000. Je vous avais dit avant d'attendre ce qui allait arriver. Pour mesurer cette rivalité, eh bien nous y sommes, car là où elle s'explique, c'est aussi en tribune. Nous sommes en 2013, groupe de qualifs pour la Coupe du Monde 2014, match qui se dispute à Bucarest en Roumanie. Des milliers de Hongrois débarquent en train, la police est aux aguets. Des premières batailles ont lieu dans les rues de Bucarest. Au stade, en tribune, c'est chaud avant le coup d'envoi, des affrontements ont lieu entre Hongrois, stadiers et policiers. L'entrée des joueurs arrive et là c'est l'exaltation du sentiment nationaliste. Le parquage hongrois est bien rempli, les drapeaux sont sortis en guise de tifo, ce n'est pas du hasard. Pour les Roumains c'est pareil, les drapeaux s'agitent de partout, des tifos aux couleurs du pays sont aussi déployés. Plusieurs pancartes 1918 rappelant la défaite de la Hongrie durant la Première Guerre mondiale et la création de la Roumanie moderne sont aussi sorties. L'hymne national hongrois est copieusement sifflé, témoignez. Durant l'hymne national roumain ensuite, tout le parquage hongrois se retourne, dos à la pelouse, écarte les bras et montre les majeurs. L'image est choc mais symbolise la rivalité. Des slogans sont également lancés comme celui très connu en Hongrie, Romania enige szeretlek, Roumanie c'est comme ça que je t'aime, avec une carte de la Hongrie et de la Roumanie en 1914. Autrement dit, c'est comme ça que les Hongrois voient la terre de leur rival roumain. Bref, vous le voyez, c'est un match en 2013 en tribune, c'est l'exaltation du nationalisme et de la haine de l'autre. En 2015, retrouvailles. Les deux équipes sont dans le même groupe pour la qualif pour l'Euro 2016, que les deux équipes vont d'ailleurs disputer. Et vu les précédents, ça s'annonce sulfureux, surtout que les Roumains se déplacent en nombre. Voilà à quoi ressemble le dispositif policier aux abords du stade en Hongrie. Quelques affrontements ont lieu entre Roumains et Hongrois. Mais ce qu'on retient surtout, et c'est le risque quand des ultras de clubs rivaux se retrouvent dans le même parquage, ça peut partir à tout moment, des ultras roumains, des clubs ennemis du Dinamo Bucarest et du Steaua, se tapent dessus de façon violente sous les yeux médusés du groupe ultra de la sélection, éclipsant un petit peu l'unité roumaine façon hongrois. Il n'en demeure pas moins qu'Hongrie-Roumanie est l'une des plus chaudes rivalités du continent. Poids de l'histoire essentielle, nationalisme très fort et rôle des tribunes dans cette animosité. Les deux peuvent se qualifier pour l'Euro 2024. Nul doute que si c'est le cas, il faudra suivre avec attention le tirage au sort. Deuxième rivalité de cette vidéo, et alors là on va pas décliner en intensité, au contraire, direction l'Afrique du Nord et Algérie-Égypte. Deux grands historiques du continent avec une Algérie qui est un des derniers vainqueurs de la CAN et l'Égypte, recordman de trophées dans la compétition et qui a aussi les plus grands clubs du continent. Ce qu'on peut dire sur cette rivalité, c'est déjà qu'elle oppose des pays de football, des pays à la ferveur exceptionnelle et des grands pays également, puisque l'Algérie c'est 45 millions d'habitants, l'Égypte 110 millions. Pour cette rivalité, je remercie l'expert du foot africain Malik Masrali, rédacteur notamment à DZ Foot. Vous retrouverez son lien Twitter en description. Merci à toi pour les précisions, Malik. Alors, Algérie-Égypte, c'est une des plus grandes rivalités du continent africain et vous allez voir que là aussi, les précédents ont été d'une férocité assez inimaginable. Ça dépasse totalement le cadre du football. Un des premiers précédents, c'est 1989. L'Algérie de Madjer et Belloumi joue au Caire un match de qualif pour le mondial 90 en Italie. L'Égypte remporte le match 1-0 sur ce but, se qualifie pour le mondial suite à cette victoire, sauf que cette grande nouvelle va être
totalement éclipsé. Ça va partir littéralement dans tous les sens à la fin du match avec des bagarres sur le terrain et des émeutes. Ça continue jusqu'à l'hôtel où un membre du staff de l'Égypte est blessé à l'œil à cause d'un bout de verre. Les Égyptiens accusent Belloumi d'avoir voulu crever l'œil de ce monsieur. Un mandat d'arrêt international est même visé contre la star algérienne. C'est le début d'un scandale diplomatique entre les deux pays. Les gouvernements vont se saisir de l'affaire, surtout que les versions divergent. Belloumi est innocent selon certains, coupable selon d'autres, et bien évidemment la presse en rajoute, les rumeurs vont bon train, très difficile de connaître la vérité. D'après ce que j'ai pu voir sur certains sites internet, sur certains reportages, Belloumi serait innocent, mais c'est très compliqué de savoir la vérité parce que voilà, il y a plein de rumeurs dans tous les sens, plein de versions qui divergent. C'est le premier coup de canon dans cette réalité qui va tendre encore plus les matchs suivants, donner de l'intensité et déchirer aussi les populations qui forcément défendent leur camp et leur drapeau. Arrive 2009, encore une fois un match à fort enjeu, encore une fois des éliminatoires pour la Coupe du Monde, cette fois-ci en 2010 en Afrique du Sud. À cette époque, l'Égypte vient de faire le back-to-back de la CAN, gagnera d'ailleurs sa 3e de suite en janvier 2010 et 9e au classement FIFA. Bref, c'est le grand favori qui attend de retrouver une Coupe du Monde depuis 1990. En face, l'Algérie n'est pas l'équipe de ces dernières années. C'est une équipe qui a l'effectif assez faible, qui est tout simplement en retrait sur le continent africain et qui n'a plus joué de mondial depuis 1986. Pour les deux camps, la l'attente est donc très longue. Les deux équipes sont dans le même groupe composé du Rwanda et de la Zambie. Seule une équipe peut se qualifier au mondial. À l'aller, de façon surprenante, l'Algérie a battu l'Égypte 3-1. Au classement, à l'ultime journée, l'Algérie a 3 points d'avance sur son rival égyptien et vous vous doutez bien évidemment de ce qui va arriver. Le dernier match du groupe, c'est Égypte-Algérie au Caire. Plusieurs scénarios doivent être rappelés avant le début du match. Si l'Algérie perd 1-0, elle sera quand même au mondial sud-africain. Différence de but particulière vu qu'elle a gagné l'aller 3-1. Si l'Égypte gagne 2-0, il y aura un match d'appui, égalité parfaite. Et si l'Égypte gagne par plus de 2 buts d'écart, c'est l'Égypte qui file au mondial. L'Algérie arrive au Caire, prend le bus, et là c'est un déchaînement de violence. Le bus est caillassé par certains groupes de supporters, des pierres, pavés, bouteilles et tout genre de projectiles sont envoyés. Les joueurs algériens sont blessés, certains ont le crâne ouvert et de nombreuses plaies. Les violences se passent aussi entre supporters puisque les Algériens font le déplacement. C'est un vrai miracle qu'il n'y ait pas eu de mort vu la violence des confrontations et des événements. Les images de joueurs algériens en sang sont choquantes, elles paraissent irréelles malgré l'enjeu. En représailles, les bureaux de compagnies égyptiennes comme Orascom Construction sont caillassés et pillés dans la nuit à Alger. Nouveau scandale politique, les pouvoirs en place instrumentalisent ce qu'il se passe. On est à ce moment-là seulement à l'avant-veille ou à la veille du match qui, malgré le contexte lunaire et menaçant, est maintenu. Le lendemain, jour de match, l'armée escorte avec des tanks le bus de l'Algérie jusqu'au stade. Le match se dispute dans l'enfer du stade international du Caire devant plus de 100 000 spectateurs. La banderole Welcome to Hell, bienvenue en enfer, est déployée. La pression est immense. L'Égypte mène 1-0 pendant une bonne partie du match et donc, conformément au scénario évoqué, est toujours éliminée. On joue la 96e et l'Égypte fait le break. 2-0, le stade tremble, le pays exulte. L'Égypte arrache le match d'appui face à des Algériens cicatrisés. Changement total de physionomie, la confiance a changé de camp. Les Égyptiens sont totalement reboostés. C'est à Omdurman, au Soudan, que se joue la finale. Le match d'appui entre l'Égypte et l'Algérie pour aller au Mondial 2010. Le vainqueur sera en Afrique du Sud. Les fils du président Moubarak et de nombreuses hautes personnalités égyptiennes font déplacement tandis que le président soudanais fait fermer les écoles ou bureaux pour maintenir l'ordre public. L'armée se charge d'entourer les supporters dans tout le stade, déjà présents en nombre et bouillant dès le début de l'après-midi. C'est le match du siècle, comme il est appelé. Face à la génération dorée égyptienne, favorite, double tenante du titre de la CAN, c'est l'Algérie sur ce sublime but d'Anta Yahya qui offre le ticket restant, qui s'offre le ticket restant pour le mondial. L'Algérie est en liesse, les supporters fennecs sont en feu dans les tribunes. C'est un exploit sensationnel. Fawzi Chaouchi, gardien algérien ce soir-là, seulement 3 sélections et porté en triomphe après son match exceptionnel qui a permis à l'Algérie de tenir le résultat. Ce match-là, cette bataille d'Omdurman pleine d'intensité, elle représente globalement la rivalité entre l'Égypte et l'Algérie, des histoires qui dépassent l'entendement et on l'a vu. C'est vraiment une des plus grandes rivalités du monde. Dernièrement, il y a eu peu d'affrontements, seulement 2 depuis 2010. Le bilan est assez équilibré. En 28 matchs, il y a eu 11 victoires pour l'Algérie, 11 nuls et 6 victoires pour l'Égypte.
Voilà pour cet épisode les amis, on a atteint des proportions folles dans celui-là, je pense honnêtement qu'on a monté d'un cran dans la rivalité par rapport à ce qu'on a déjà vu dans les épisodes précédents. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir pour le soutien, c'est important pour le référencement YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des deux selon vous est la plus chaude. Et encore une fois, merci à tous pour votre soutien, merci à Malik pour ses précisions. Je vous souhaite un bon week-end les copains, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Allez, ciao ciao.